l'insuffisance cardiaque appartient à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite. Alors, quand on connaît la définition maintenant, qu'en est-il de l'épidémiologie? L'épidémiologie peut être riche dans certaines contrées. Chez nous, ce n'est pas le cas. En tout cas, l'incidence en Europe, c'est 3 pour 1000 personnes années à tout âge et 5 pour 1000 personnes années chez les adultes. Et quand on prend le pool des insuffisances cardiaques, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite occupe 50 à 70% des insuffisances cardiaques selon les études, et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée 30 à 50% des insuffisances cardiaques selon les études également. Alors, chez nous, l'épidémiologie est très mal déterminée, avec une sous-estimation certainement, en tout cas en Afrique de l'Ouest. J'ai vu une étude qui a été réalisée par le professeur Chérif Mbouk, qui a montré que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée représentait 32% des insuffisances cardiaques, en considérant en ce moment-là que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'était des symptômes ici d'insuffisance cardiaque associés à une fraction d'éjection du ventricule gauche supérieur ou égale à 45%. Alors, quand on connaît la définition et l'épidémiologie, quelle est l'éthiopathogénie de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? Alors, les principales éthiopathogénies, il y en a 3. Soit une surcharge barométrique, surcharge volumétrique, ou bien une atteinte myocardique intrinsèque. C'est pourquoi c'est difficile de parler d'étiologie, mais plutôt de facteurs étiologiques avec des facteurs de décompensation. Toujours est-il que la dysfonction vasculaire, l'hypertension artérielle, dysfonction valvulaire, la dysautonomie, la dysfonction auriculaire et même la dysfonction systolique ventriculaire gauche vont participer de la genèse de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Nous avons dit facteurs étiologiques, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors, il y a les maladies de surcharge, le diabète, l'âge avancé. Il y a même certains auteurs qui disent que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est une pathologie du sujet âgé, du sexe féminin, qui a des comorbidités. Et si on va loin dans les investigations, on peut trouver des anomalies génétiques. Alors, donc, le diagnostic positif, je vais me résumer, c'est la clinique, la fraction d'éjection du ventricule gauche supérieure ou égale à 50%, et puis une dysfonction diastolique. Alors, la dysfonction diastolique du ventricule gauche peut être vue ou non. Et pour rentrer dans la dysfonction diastolique du ventricule gauche, il y a 2 portes. Soit la porte échocardiographique Doppler, en mesurant la pression de remplissage du ventricule gauche. Alors, les paramètres à mesurer, c'est E' que l'on connaît tous. Alors, si E sur E' est supérieur à 15, il n'y a pas de problème. Inférieur à 8, il n'y a pas de problème. Entre 8 et 15, c'est une zone grise. Et en ce moment-là, si on a la possibilité de doser les peptides natriurétiques, on pourra faire la distinction. Mais de toute façon, si on n'a pas la possibilité de doser les peptides natriurétiques, on peut céder des indices écho-Doppler, notamment A pulmonaire, moins A mitral, 30 millisecondes. Il y en a qui disent d'ailleurs 20 millisecondes. Nous reviendrons là-dessus. La dilatation de l'oreillette gauche, l'hypertrophie ventriculaire gauche, chez l'homme 149, chez la femme 122 grammes par mètre carré de surface corporelle. Et puis pour le BNP, alors les données varient un tout petit peu, mais quand le BNP est inférieur à 80 picogrammes par millilitre, on peut écarter le diagnostic d'augmentation de pression d'amplitude du ventricule gauche. BNP supérieur à 240, le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est confirmé. Alors, mais quand on est dans la zone grise, il faut revenir encore à l'écho, aux indices combinés. Donc, c'est une gymnastique intellectuelle d'usage de moyens diagnostiques pour établir le diagnostic. Alors, donc, le diagnostic étiologique, quant à lui, va procéder d'une triple enquête amnestique, clinique et paraclinique. Évidemment, la paraclinique va être orientée par les données cliniques interrogatoires et
Et puis, un fait important, c'est qu'il faut s'acharner à rechercher les comorbidités quand on pense au traitement, parce que quand nous allons aborder le traitement, on va se rendre compte qu'en fait, c'est trop d'efforts de compréhension pour pas vraiment grand-chose, parce qu'il n'y a rien sous la main, de toutes les façons. Alors, le groupe insuffisance cardiaque, la société de la European Society of Cardiology a déterminé des scores qui permettent de faciliter le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors, le patient se présente avec des symptômes d'insuffisance cardiaque avec des signes ou non. Alors, le premier bilan, donc, on recherche les comorbidités, l'électrocardiogramme, la radiographie standard. Et puis, après ce bilan initial, il y a le bilan diagnostique. Vous faites l'échographie avec tous les paramètres dont nous avons parlé tout à l'heure. Le bilan un peu plus poussé, l'écho de stress, les épreuves de stress. Et puis, la recherche étiologique ou le bilan étiologique, c'est l'imagerie par résonance magnétique, la génétique, scintigraphie et tout ce que l'on peut mettre dans les gros tests de diagnostic. Et puis, si on revient à l'échographie et à l'usage du BNP, voilà ce que propose le groupe insuffisance cardiaque. Alors, nous avons l'appréciation fonctionnelle ici. Alors, l'appréciation fonctionnelle, nous avons les données morphologiques, les biomarqueurs, que le rythme soit sinusal ou bien le patient en fibrillation auriculaire. Alors, si on regarde bien, on a ici les critères majeurs et nous avons ici les critères mineurs. Et puis, lorsqu'on fait l'évaluation, alors un critère majeur, 2 points. Un critère mineur, 1 point. L'association de l'appréciation, si elle est supérieure à 5 points, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Entre 2 et 4 points, alors il faut progresser dans l'évaluation, dans le bilan, surtout les méthodes de stress et le cathétérisme cardiaque. Donc, après le diagnostic, quand on a fait le diagnostic et le traitement, alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, malgré les efforts de compréhension, le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ne repose actuellement sur aucune recommandation solide. Il y a eu des grands essais de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, alors, mais le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée reste toujours un défi. Alors, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ont été utilisés avec l'étude PEP. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ont été utilisés, CHARM, antagonistes des récepteurs de minéralocorticoïdes, les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, les dérivés nitrés. Tous ces médicaments-là ont été utilisés, mais aucun n'a donné une satisfaction solide, aucune preuve d'efficacité. Alors, il y a l'étude Paragon qui a utilisé sacubitril plus valsartan comparé à valsartan seul, mais vraiment, il n'y a pas d'éléments probants pour dire que ce médicament-là est vraiment indiqué dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Je vais m'arrêter tout de même sur l'étude Paragon pour dire que l'étude Paragon, c'est la comparaison entre valsartan et valsartan sacubitril dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. On se rend compte que pour le total des hospitalisations pour arrêt cardiaque et décès cardiovasculaire, il y a quand même un petit gain, mais le problème c'est que le P c'est 0,059. C'est à cause du 9 que la validité a été retirée. De même, pour le total des hospitalisations, il y a une différence, mais le P est 0,056. Mais quand on regarde les décès cardiovasculaires, les deux lignes se confondent entièrement. Donc,
le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Encore une fois, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque avec diminution des pressions de remplissage du ventricule gauche, le traitement de l'étiologie au cas par cas et puis la lutte contre les facteurs de risque, les facteurs de décompensation et les comorbidités. S'il faut faire une synthèse, je dirais que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée est une insuffisance cardiaque avec de nombreuses comorbidités, de sujets âgés, de sexe féminin, et ce sont des symptômes d'insuffisance cardiaque ou des signes d'insuffisance cardiaque, et à l'échographie, la fraction d'éjection du ventricule gauche est supérieure ou égale à 50%. Alors l'écho-doppler cardiaque et les autres examens spécifiques vont permettre dans nos raisonnements de mettre la main sur une étiologie. Mais dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, le plus souvent, il n'y a pas qu'une étiologie. Il y a plusieurs étiologies qui s'enchevêtrent pour donner lieu à la symptomatologie. Le traitement au jour d'aujourd'hui reste un défi malgré les recommandations. Ce traitement-là se borne au traitement symptomatique et au traitement des étiologies et des comorbidités. Il y a des études en cours pour une meilleure compréhension de la pathologie. Et pour ce qui est du pronostic de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il n'y a pas de trop grande différence avec l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Je voudrais vous remercier et vous souhaiter un bon congrès. Merci beaucoup pour cette présentation.